Johan Lavabre, bonjour. Vous êtes donc le fermier général de cet endroit, puisqu'on est à la ferme de Bel-et-Bas. C'est rare un lieu culturel qui s'appelle une ferme, non? Il y en a quelques-uns, notamment en Île-de-France, et quelques lieux même assez prestigieux, effectivement. Mais tout s'explique. Le théâtre de Guyancourt est installé, effectivement, dans une ancienne ferme. Oui. C'est pour ça que ça a gardé le terme. Alors on dit Bel-et-Bas parce il s'est passé des choses un peu olé olé, non? On ne sait pas, ça reste secret. Non, le nom de Bel-et-Bas apparaît dès le XVIe siècle, associé à la ferme sur Guyancourt. Voilà, donc, mais c'est vrai que ce nom prête à beaucoup d'interprétations qui ne nous dérangent pas. C'est bien pour un lieu culturel, au moins il y a une liberté comme Exactement. ça. Ouais. Ça fait quoi, 3 ans que vous êtes ici? Voilà, moi ça fait 3 ans, oui, tout à fait. C'est quoi alors, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous connaissiez de ce lieu et qu'est-ce que vous vouliez en faire? Est-ce qu'il y avait quelque chose à continuer ou est-ce qu'il fallait amener une ligne nouvelle dans la programmation? Oh non, mon projet s'inscrit dans la continuité de celui de mon prédécesseur, qui était Laurent Flammarion, Oui. qui est celui qui a ouvert le lieu. Il a été le premier directeur, donc avant moi. Et c'était un projet axé sur l'écriture contemporaine. Donc mon projet s'inscrit, oui, vraiment dans cette continuité. C'est un théâtre, c'est assez rare. Enfin, non. Je ne peux pas dire que c'est rare, mais c'est en tout cas assez agréable, voilà, d'arriver dans un théâtre qui jouit déjà d'une très belle réputation. Donc il n'y a absolument aucune nécessité, surtout à rompre avec quoi que ce soit, mais un plaisir de bénéficier de cet héritage. Et puis, bien sûr, ça évolue quand même. Bien sûr. C'est pas la même chose. Mais... Alors, il y a un mot qui est important, vous l'avez prononcé, il y a 2 mots qui sont importants, c'est écriture et contemporain. On va commencer peut-être par le premier, écriture, les mots, c'est quelque chose d'important ici. Oui, on est dans une terre de poésie. On a pour voisin la maison de la poésie. On a eu à Guyancourt pendant longtemps pour maire un poète. Oui, bien sûr. Donc effectivement, il y a un attachement à l'écrit. Mais l'écriture, ça peut aussi être l'écriture chorégraphique ou musicale par moment. Bien sûr. Mais oui, voilà. C'est un sens plus large. On est attaché effectivement à la ferme de Bel-et-Bas, à un répertoire de la création écrite. Alors contemporain, Oui. ça c'est très important aussi parce que vous vouez à la création actuelle, quoi. Oui, tout à fait. C'est une très forte dominante. Je pense que sur 60 spectacles, on doit avoir à peu près 55, 56 spectacles de répertoire contemporain. Un lieu donc vraiment tourné vers son temps. Comment on fait pour ça, pour attirer les auteurs? Oh, les auteurs, ils viennent. Les auteurs, ils sont contents. Ils viennent facilement à nous. Après, voilà, mais d'abord, je veux dire, vous recevez quoi? Vous recevez des projets, des pièces, On reçoit beaucoup de projets. On va aussi en chercher. Ouais. Il suffit pas parfois d'attendre ce qu'on Mais reçoit. ça, oui. On en reçoit beaucoup. On en voit beaucoup. Oh, je dirais sur une année. Un directeur programmateur voit peut-être entre 150 et 200 spectacles. Puis on en garde entre 40. Cette année 60, c'est un peu exceptionnel cette année. Oui, 60, oui. Alors, c'est lié au fait qu'on a institué 4 journées dédiées chacune à une discipline. Donc le cirque, le conte, la poésie et la marionnette. Et au sein de ces journées, il y a 5 à 6 spectacles qui sont des petites formes. Alors donc ça donne ce chiffre impressionnant de 60. Ça tourne normalement plus autour d'une 40aine. D'accord. Tous ne sont pas de la même longueur. Non, du tout. Mais je reviens quand même à cette création contemporaine. C'est quelque chose d'évidemment nécessaire. On a toujours l'impression comme ça que les lieux théâtraux, il y a des choses classiques. Certains disent voilà, on n'a jamais rien fait de mieux que depuis que les gens sont morts, quoi, en gros. C'est vrai, hein. Non, mais il y a cette tendance-là. Oui, alors on renie pas non plus les classiques, c'est important. Non, bien sûr. On en a quelques-uns, on y tient beaucoup parce que ça fonctionne un peu comme des repères dans la programmation. Donc voilà, on a régulièrement quand même des pièces de Tchekhov, de Shakespeare, de Molière, de Racine, et on y prend un très très grand plaisir. Ce sont de très très belles pièces. Mais voilà, il y a cette nécessité d'accompagner aussi ceux qui seront les classiques de demain, d'une certaine manière, et d'essayer de chercher voilà les écritures les plus belles qu'on puisse trouver aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait, alors une œuvre contemporaine parce qu'elle est écrite aujourd'hui, mais Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui se dit aujourd'hui, qui se dit de la société dans laquelle on vit? Oui, forcément, tout théâtre se nourrit de l'air de son temps. On dit que le théâtre est le miroir du monde. Oui. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'œuvres interroger la société marchande, le libéralisme, le monde du travail
Beaucoup de pièces se penchent sur le monde du travail. Ce qui est assez nouveau, hein, ça a été laissé de côté pendant longtemps, et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres aujourd'hui. Des auteurs devenus classiques se sont sûr. intéressés et au commerce et au travail, notamment Bertolt Brecht. Mais aujourd'hui, c'est une forte dominante. Voilà, on voit, j'ai vu il n'y a pas très longtemps La grande et fabuleuse histoire du commerce de Joël Pomera. Par exemple, voilà, beaucoup d'auteurs, et non des moindres, effectivement, s'intéressent à la mondialisation aussi. C'est forcément le théâtre vient questionner un petit peu tout ça. Et c'est tout le sens du théâtre contemporain, c'est-à-dire un théâtre qui va interroger son époque, pas nécessairement pour apporter des réponses, mais pour essayer de poser les bonnes questions. C'est quand même aussi un défi, quoi, d'attirer du public. Alors, on parlait de Tchekhov, de Molière, etc. Bon, ça, il y a des têtes d'affiches, mais c'est plus facile de les attirer peut-être avec ça qu'avec des œuvres de gens qui ne connaissent pas ou dont ils n'ont pas entendu parler. C'est sûr que quand on connaît ni l'auteur, ni le metteur en scène, ni les comédiens, quelque part, c'est un petit peu un pari. Alors, ça nécessite du travail de terrain. Donc l'équipe de la ferme de Bel-et-Bas est investie sur le territoire. Il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de moyens d'approcher les gens, et puis de temps en temps, même des manières un petit peu nouvelles de procéder. Je pense par exemple, depuis 3 ans, on a initié des ateliers de redynamisation pour chômeurs de longue durée. C'est une manière un peu particulière de faire du théâtre, d'aller vers les gens, de leur montrer que le théâtre est un outil qui peut être à leur service. Et évidemment, tout ça contribue aussi à un élargissement du public et à ce qu'on appelle la démocratisation, on prend des grands mots parfois, du public. Mais c'est important. Une dimension sociale, enfin une dimension citoyenne en tout cas. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est important. Le théâtre doit être inscrit vraiment au cœur de la ville. Et moi, j'ai envie de dire, quand j'essaye parfois de résumer mon projet, j'ai envie de dire, surtout en période de crise, ce qu'il faut, c'est montrer que le théâtre, c'est absolument indispensable. Oui, la culture, c'est pas inutile, c'est pas quelque chose Ce n'est pas qu'un supplément d'âme, c'est vraiment au fondement de notre société, voire de notre civilisation, je pense. Et vous avez raison de dire que c'est souvent les auteurs, enfin les créateurs, qui posent les vrais problèmes sur l'évolution des sociétés. Alors ça c'est le premier mot, c'était contemporain. Il y a aussi le jeune public. Qui est une dimension importante on est dans la programmation. On parlait des marionnettes, on parlait du cirque. C'est vrai que c'est important. Alors le cirque et la marionnette, c'est pas que pour les enfants. Non, bien sûr, non. Mais traditionnellement, oui, et en tout cas, beaucoup. Bien sûr, le jeune public, c'est très important. On est dans un territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines en général, Guyancourt en particulier, où il y a beaucoup de jeunes. Donc forcément, on s'adresse à ce public qui représente un vivier très important. Donc je dirais que c'est à peu près la moitié des spectacles qui sont tournés vers le jeune public, parfois dès l'âge de 6 mois ou 1 an. Et, carrément. Oui, on fait parfois pour les tout petits dans des toutes petites jauges. Et ce sont des spectacles très agréables souvent. Oui. Il y a des liens avec les écoles, les collèges. Oui, c'est important. Et ça fait partie du projet municipal de Guyancourt et qui est inscrit vraiment dès le départ dans le projet. Vous aviez un poète qui était maire, maintenant c'est un enseignant. Donc Exactement. Le poète était enseignant aussi. Et le poète était enseignant aussi. Et oui, le maire de Guyancourt a été directeur d'école maternelle, donc l'éducation, l'enfance, c'est une part très importante du projet municipal. Et c'est ce qui fait que chaque enfant scolarisé dans la ville de Guyancourt est invité une fois par an avec sa classe à découvrir un spectacle. Et bien souvent, ils viennent, moyennant 3 € en voir un deuxième, parfois un troisième. Et donc ça représente vraiment un vivier important. Et c'est aussi ça qui nous permet d'inscrire la ferme de Bel-et-Bas dans un processus de création jeune public. Parce que comme on a beaucoup d'enfants qui viennent, du coup ça vaut le coup d'installer des équipes qui viennent travailler, qui répètent parfois 2 semaines, parce qu'ensuite on fait des séries. Donc on a la possibilité de jouer les spectacles sur la souvent 8 fois. Le format habituel c'est 8 fois, donc 6 scolaires. Et parfois sur des toutes petites formes, voilà, je parlais des jeunes enfants, donc quand les enfants ont 2 ans, 3 ans, on évite de les amasser en grand nombre dans la salle. 3 heures. Voilà. Donc c'est souvent, ils sont parfois une classe, 2, voire 3 classes. Et donc ça fait des séries de 14 ou 18 représentations. Donc ça permet au spectacle vraiment de se développer. Ouais. Alors, troisième mot qui est important, on l'a pas encore prononcé, mais c'est la parité. Oui. C'est-à-dire que vous avez essayé d'avoir autant de créations faites par des femmes que faites par des hommes, ce qui n'est pas le cas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. On en parlait un petit peu avant d'enregistrer, mais ce qui n'est pas le cas de la culture en général. Bah oui, on pourrait s'attendre à ce que la culture, le théâtre échappe un peu aux règles du sexisme ordinaire. Non, c'est pas vrai. Non, les chiffres sont difficiles à avouer. On est à
Donc dans les théâtres qui ont un label national, 85% des textes sont écrits par des hommes. Voilà. Alors aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, oui, oui. Alors évidemment, un théâtre qui sera plus sur le répertoire, alors que des femmes écrivaient, dès les 16e et 17e siècles, mais on n'a pas tellement voulu les retenir. Il en existe. L'année prochaine, on aura vraisemblablement une création de Madame de Villedieu, une pièce écrite au XVIIe siècle et qui a été mise en scène par Molière lui-même en 1665. Donc Molière montait des autrices. On dit ce mot, nous, autrices, qui est le terme étymologiquement le plus correct, même si il froisse un peu certaines oreilles. Donc là, vous êtes à 50-50. Voilà. On a voulu être à l'image d'un miroir mais quand vous dites qu'il y a 85% d'écrits faits par les hommes, est-ce qu'on trouve facilement des auteurs femmes? Oui, dans le théâtre contemporain, oui. Je dirais, il y a vraiment un renouvellement. Et c'est une chance parce que se tourner aussi vers ces programmations paritaires, donner la parole aux femmes, qu'elles soient à l'écriture ou à la mise en scène, c'est aussi sortir un peu des sentiers battus et offrir au public une vraie diversité. Laquelle, bon voilà, ça n'a pas toujours été le cas, moi j'ai l'impression, et c'est un renouveau, les femmes n'écrivent pas tout à fait de la même manière que les hommes. L'idée de dire qu'elles sont égales ne veut pas dire qu'elles sont identiques, évidemment. Et donc ça apporte un autre regard, un théâtre très intéressant. Il y a beaucoup d'autrices de très très grande qualité aujourd'hui. Oui. Alors, un dernier mot pour conclure, parce que malheureusement le temps nous presse. Il y a beaucoup d'offres culturelles quand même sur le territoire de Saint-Quentin. Ah oui. Comment on arrive à faire vivre l'affaire de Bel-et-Bas par rapport à la scène nationale, par rapport à beaucoup de théâtres qui existent dans le territoire? Toute l'idée, c'est l'idée de la communauté d'agglomération, je crois, c'est de miser sur l'émulation. Oui. On essaye en tout cas, autant que faire se peut, d'être plus partenaire que concurrent. Donc on travaille souvent ensemble. Oui, c'est ça. Oui, il arrive qu'on ait des spectacles programmés, la scène nationale avec la ferme de Bel-et-Bas, la ferme de Bel-et-Bas avec le Prisme. Voilà, on aura le bal des Intouchables qui regroupe beaucoup de structures de la communauté d'agglomération. On travaille ensemble. On se fait forcément un peu concurrence parfois, malgré nous. Mais vous avez chacun vos spécificités, et notamment les 3 points qu'on a. Il y a des dominantes, chaque lieu cultive un petit peu sa spécificité, ce qui permet au public de naviguer parmi nous. Oui. Merci infiniment. Alors, merci à vous. Voilà, pour avoir la programmation, on peut se procurer ces petits fascicules, puis il y a un site. Absolument, il y a le site de la ferme de Bel-et-Bas, et il y a, c'est nouveau, le site de vente en ligne, la plateforme commune à tous les théâtres de la communauté d'agglomération sur le kiosque. Merci infiniment. Merci à vous.